Bonjour, bonjour à tous. Je vous propose d'attendre quelques instants que les Bonjour à derniers, tous. que les derniers arrivants se connectent. Alors pour les personnes qui utilisent pour la première fois l'application, vous avez un chat en bas à droite, si vous voulez. Et ce sera aussi le chat qui va être utilisé pour poser des questions durant la présentation. Beaucoup de noms de courtiers connus, bonjour à tous. Je ne vais pas réussir à suivre toutes les connexions, mais tout le monde est bienvenu. Bonjour Malik, je peux pas faire autrement que de te répondre. Alors, on commence à avoir un certain nombre de participants. Je vous propose une dernière minute d'attente et à 11h03, on va commencer par se présenter et attaquer sur l'ordre du jour de la réunion. Les slides sont partagés, le nombre d'inscrits de participants ne cesse d'augmenter. Je vous propose de commencer par nous présenter. Donc Benjamin Angèle, je suis responsable de la souscription chez Stoic depuis plusieurs mois maintenant. Ça fait 4 ans que je fais de l'assurance cyber, que je me suis spécialisé. J'étais courtier dans un premier temps, je suis passé par le cabinet Marche, et puis avant ça, un autre cabinet de région. Et je laisse Corentin, qui m'accompagne aujourd'hui, se présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Corentin Grune, j'ai été consultant pendant 3 ans dans un cabinet de conseil de Webstone, donc spécialisé dans la cybersécurité. J'ai pu faire pas mal de missions qui étaient axées sur les 2 grands domaines. Le premier, l'audit de sécurité, tout ce qui va être lié à des tests d'intrusion, des audits d'architecture un petit peu plus haut niveau, des audits de sécurité, des tests d'intrusion toujours internes, d'applications web, d'applications mobiles. Et j'ai aussi réalisé de la réponse à incident. Donc là, on arrivait après une attaque. Et là, le but était... On t'entend pas, Corentin, apparemment, donc je vais te laisser prendre le son, le temps de ta présentation, et je le récupérerai. Alors, parce que il me semble que mon micro est activé, donc c'est bizarre que vous m'entendez pas. Le son n'est pas très bon. Ah, ok, donc c'était plutôt quand les 2 micros étaient activés, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais répéter très brièvement. Donc, je m'appelle Corentin Grune. J'ai été consultant dans un cabinet de conseil qui s'appelle Wavestone, donc spécialisé dans la cybersécurité pendant 3 ans, où j'ai pu faire de l'audit de sécurité et de la réponse à incident. Et donc aujourd'hui, je suis donc analyste CERT chez Stoic, et mon rôle, c'est d'accompagner les assurés qui se font attaquer, afin de savoir donc ce qui a pu se passer, qu'est-ce que l'attaquant a pu exploiter comme vulnérabilité, et qu'est-ce qu'il a pu faire sur le SI, afin d'accompagner le client à tout reconstruire et corriger les vulnérabilités qui ont été exploitées par l'attaquant. Et donc je suis ici avec Benjamin pour vous présenter un petit peu les entretiens qu'on va pouvoir faire avec potentiellement de futurs assurés. Je reprends le micro. L'idée de la présentation du jour n'est pas de vous représenter Stoic, de sa fondation, les grandes lignes du projet, mais de faire un focus un petit peu plus poussé, un petit peu plus avancé sur la souscription qu'on appelle sur mesure, qui s'adresse, et on le détaillera un petit peu plus tard, aux entreprises avec un certain chiffre d'affaires, c'est-à-dire au-delà de 50 millions et jusqu'à 250 millions de chiffre d'affaires,
de façon à vous donner un maximum de lisibilité dans notre fonctionnement, notre analyse du risque, de façon à parfaitement, comprendre, les offres qui vous sont remises, les refus qui vous sont présentés et de manière aussi à pouvoir parler de nous, et de notre façon de travailler, à vos clients, en portefeuille ou à vos prospects d'ailleurs. Pour ça, on vous propose une présentation en 3 grandes parties. La première consistera à vous présenter les différents piliers de l'analyse du risque, les trois principales dimensions de notre évaluation. Ce sera rapide, l'idée est de vous partager notre philosophie, la façon dont on travaille. La deuxième partie sera un bref rappel de nos 2 process de souscription qui sont adaptés, encore une fois, au profil de l'entreprise que l'on va rencontrer, que vous allez nous présenter, vous, courtier. Mais l'essentiel de la présentation du jour, ce sera la partie 3, avec un focus sur le process de souscription sur mesure, je dirais en vous donnant les cartes de notre analyse. Commençons donc par cette fameuse, ces 3 dimensions, cette étude à 360 degrés du risque. La philosophie dans laquelle on a construit la stratégie de souscription chez Stoic, c'est dans l'idée d'avoir l'image, l'analyse du risque la plus fidèle possible et la plus proche de la réalité. On évite un maximum les raccourcis et on essaie d'être le plus pragmatique possible. Pour ça, 3 grandes étapes. La première, et on les détaillera chacune d'entre elles assez longuement dans les prochaines minutes, donc je passe rapidement, simplement pour vous donner une image générale. La première partie, c'est de comprendre le plus finement possible le business model, et je détaillerai toutes les composantes de cette partie-là juste après. La deuxième partie, c'est de venir auditer le système d'information, comprendre l'infrastructure qui supporte le métier, l'infrastructure informatique. Cette partie-là, c'est Corentin qui vous présentera dans un second temps comment est réalisé cet audit-là. Et la troisième partie, c'est l'évaluation du niveau de cybersécurité d'une entreprise. Ce qu'il faut absolument garder en tête à ce stade de la présentation, c'est que c'est évidemment, pour chacun de ces points-là, des sujets qui vont être assez précis, assez poussés. Je pense qu'il faut être décomplexé dans la présentation du jour. L'idée, c'est de vous présenter notre façon de travailler, notre philosophie. En aucun cas, les sujets qu'on vous présente aujourd'hui ne doivent être maîtrisés par le courtier pour vendre de l'assurance cyber. Si jamais vous êtes aujourd'hui un courtier qui a besoin des premières armes pour parler de Stoic et des premiers arguments, je pense que d'autres webinaires qui ont déjà été faits, qui sont disponibles sur YouTube, seront plus adaptés. L'objet de la présentation du jour, c'est de creuser, c'est d'aller plus loin, c'est de donner de la matière à ceux qui sont déjà à l'aise avec les fondamentaux de Stoic. Donc, je tiens à rappeler qu'on n'est pas obligé il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste en cybersécurité ni en cyberassurance pour en distribuer. Contexte important. Mais avant de creuser du coup ces paramètres techniques, je voulais quand même vous rappeler les 2 façons de travailler, comme je vous disais tout à l'heure chez Stoic. La première méthode de souscription pour souscrire un risque standard, et c'est d'ailleurs le process que l'on a qui a été mis en place dès la création de Stoic, c'est le process simplifié. Ce process simplifié, il s'adresse aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions. Et la raison pour laquelle on a simplifié au maximum le process, c'est qu'on ne peut pas passer évidemment autant de temps sur tous les dossiers. Et donc, on a essayé d'être le plus pragmatique possible sur ces petits comptes, de façon à rendre la souscription rapide et efficace. La première étape de ce processus de souscription standard, c'est le scan externe, qui, pour rappel, est un scan qui est non intrusif et qui peut durer entre 1 et 4 heures en fonction je dirais de la portée et de la taille du système d'information qui est scanné. Comme l'intégralité des assureurs du marché, on s'assure de quelques prérequis. Quand je dis quelques prérequis, c'est 3 prérequis techniques qui sont cochés en quelques instants pour s'assurer du bon niveau de sécurité de l'entreprise au-delà du scan de vulnérabilité. Donc, on fait un focus particulier sur les sauvegardes
Corentin reviendra tout à l'heure sur l'importance des sauvegardes dans le système d'information et dans la sécurité de mon assuré. On s'intéresse au déploiement des antivirus sur les PC et les serveurs de l'entreprise. Et puis, on s'assure que l'activité de l'entreprise correspond bien à nos appétits. Sur les entreprises de moins de 50 millions, c'est suffisant et on peut avancer comme ça. Le scan externe est donc mis en évidence en bleu dans cette slide pour mettre en évidence le fait que c'est notre façon d'évaluer la maturité cyber d'une entreprise grâce à cet audit, ce scan externe qui met en évidence de potentielles vulnérabilités. Donc un process extrêmement rapide qui vous permet de coter une partie de votre portefeuille, je dirais simplement, rapidement, et qui se démarque par la simplicité d'utilisation par rapport au reste du marché. Pour les comptes un petit peu plus grands, c'est-à-dire à partir de 50 millions de chiffre d'affaires jusqu'à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, les choses évolueront dans les mois et les années à venir, on a un processus de souscription un petit peu plus poussé. Le deuxième critère qui peut nous amener à coter dans ce process plus sur mesure, ce risque important, c'est le chiffre d'affaires, je viens de le dire, mais le deuxième, c'est l'activité. Il y a certains métiers, il y a certaines branches qui sont, d'après nous, et d'après la sinistralité, je dirais, plus exposées à la menace cyber et qui représentent dans les portefeuilles des assureurs un certain nombre de sinistres. Ces secteurs, c'est notamment le transport et la logistique, qui sont des activités qui sont donc dans nos appétits, dans les appétits de souscription stoïque, mais pour différentes raisons que je vous présenterai plus tard, représentent une menace importante et qu'on souhaite donc analyser via ce processus sur mesure. Quel est-il, ce processus sur mesure, dans les grandes lignes? Et nous creuserons chacun des points un petit peu plus tard. C'est, au début, la même chose que pour un risque standard. C'est-à-dire que de la même façon que vous arrivez sur votre espace courtier, vous réalisez le scan externe, le même, non intrusif, sur la même durée, du système d'information de votre client, de votre prospect. À partir du moment où vous allez donner les premières informations administratives, et notamment le chiffre d'affaires, on va tout de suite vous orienter vers un questionnaire. Questionnaire de souscription qu'on a voulu court par rapport à ce qui existe sur le marché. Une trentaine de questions, un petit peu plus, de questions techniques, qui permettent de collecter des informations sur les sujets principaux de maturité cyber. Et encore une fois, sur ces points principaux, Corentin reviendra plus tard sur leur importance et les raisons pour lesquelles on a besoin de creuser ces informations en amont. On a volontairement choisi d'avoir un questionnaire qui est non binaire. Le système d'information et la maturité cyber des entreprises sont des sujets qui sont évolutifs. L'idée, c'est de ne pas forcément répondre uniquement un oui ou un non. On donne la possibilité au DSI de donner des informations sur les projets qui sont en cours, de façon à avoir un peu plus de finesse dans notre analyse. Une fois que le questionnaire est rempli par les assurés, par les prospects en ligne, dans ce cas-là, on est sur une phase de validation par l'équipe de souscription pour aller sur la dernière étape de souscription, qui est l'appel d'évaluation du risque, qui est composé d'un binôme de souscription, composé d'un souscripteur cyber, donc potentiellement moi et Alexandre ou des personnes qui vont nous rejoindre prochainement, et une personne de l'équipe de Corentin, c'est-à-dire de l'équipe cyber, avec un ingénieur donc spécialisé en cybersécurité. C'est la dernière étape et la plus importante de ce process de souscription. C'est un appel qui nous rassemble côté stoïque. Vous êtes bien entendu, courtier, invité à participer à cet échange-là. Et puis, côté assuré, on a besoin d'un DSI et en général, quelqu'un de la direction générale, un DAF, pour aller creuser les sujets d'activité, les sujets financiers qui sont importants à notre analyse. Cet appel, il dure entre 45 minutes et 1 heure. C'est la dernière étape de la souscription pour ce type de risque sur mesure. On se démarque, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on se démarque aussi, je pense, d'autres par notre réactivité, puisqu'à partir du moment où ce call de risk assessment, cet appel d'évaluation des risques est réalisé, en l'espace de 5 jours, vous avez une réponse qui est ferme et définitive, j'ai envie de dire, mais rien n'est jamais définitif. En tout cas, une réponse ferme de l'équipe de souscription de Stoic, qui peut être un go, avec des conditions d'assurance, des conditions particulières qui sont précises, qui peut être un no-go,
Et dans ce cas-là, de façon très factuelle et très précise, la liste des points qui justifient le fait que nous n'y allons pas, de façon à donner un maximum de visibilité et une ligne de conduite, une roadmap aux assurés ou du coup aux prospects qui ne sont pas assurés. Et puis, on a une étape qui peut être intermédiaire, qui est le go avec prérequis, lorsque les entreprises sont proches de l'assurabilité sans complètement atteindre nos standards. Dans ce cas-là, on remet une offre, elle est prête à être souscrite avec 1, 2, maximum 3 prérequis de cybersécurité qui vont être des motivations supplémentaires pour l'entreprise de façon à améliorer sa posture de sécurité et accéder rapidement à l'assurance. Je ne suis pas en avance sur le programme, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, mais je vais avancer un petit peu plus rapidement sur la suite. Donc, allons-y maintenant pour creuser ces différentes étapes de l'analyse d'un risque pendant cet appel d'évaluation. La première partie, comme je vous le disais, c'est une compréhension fine de l'activité. L'idée derrière, c'est d'avoir compris réellement, pas théoriquement par rapport à un secteur d'activité, réellement par rapport au secteur, à l'activité précise de l'entreprise, les scénarios qui sont préoccupants, de façon à adapter les limites de garantie, bien entendu, mais le prix de la façon la plus juste et la plus précise possible. Pour ça, on va s'intéresser réellement au métier. Je vous parlais tout à l'heure volontairement des métiers du transport qui sont particulièrement sinistrés sur le marché et qui deviennent exclus chez un certain nombre de porteurs. Nous, on a choisi de continuer à étudier ce type de sujet-là parce qu'on se rend compte, par exemple, qu'il y a des transporteurs qui ont des prises de commandes qui se déroulent dans les quelques heures, 12, 24, 48, 72 heures avant la réalisation de la prestation, quand d'autres transporteurs sont sur de la sous-traitance avec des trajets qui vont être quotidiens ou hebdomadaires, hyper réglés, structurés. Et donc, évidemment, une indisponibilité du système d'information chez l'un et chez l'autre n'aura pas du tout les mêmes conséquences financières. Et donc, on ne peut pas, d'après nous, traiter de la même façon deux entreprises dans le même secteur d'activité exactement de la même façon. Il y a une finesse qui est importante dans cette analyse-là. On creuse aussi l'activité de l'entreprise pour comprendre le degré de dépendance de son chiffre d'affaires, donc de sa perte d'exploitation potentielle, avec la disponibilité de son système d'information. Il est facile de s'imaginer qu'une indisponibilité d'un site de e-commerce va représenter, je dirais, un arrêt total, ou quasiment total, du chiffre d'affaires qui doit être réalisé pendant la période, quand d'autres activités, par exemple manufacturières, avec d'importants stocks, par exemple, pourront continuer de générer du chiffre d'affaires sur la base d'expéditions qui vont être plus, je dirais, manuelles, papier-crayon, mais qui vont certes ralentir l'activité, mais pas l'arrêter complètement. De façon à être aussi fin dans notre analyse de ce risque-là, ce risque cyber, et dans cette logique d'estimation de la perte d'exploitation, de la perte de marge brute la plus importante, on s'intéresse à la saisonnalité de l'activité. Sur certains métiers, notamment dans l'agroalimentaire, j'ai des exemples en tête, on va avoir des ventes qui vont être très concentrées sur certaines périodes de l'année. Je pense dans certains vins et spiritueux de certaines appellations, on est sur des chiffres d'affaires très concentrés sur la fin de l'année à la période de fête. Quand on travaille avec des personnes qui sont plutôt, je pense à un compte que j'ai étudié la semaine dernière dans le domaine des fruits de mer et des poissons de façon générale, on a une saisonnalité qui est très concentrée sur la période estivale. Donc on s'intéresse à cette saisonnalité pour comprendre les pics d'activité et les risques potentiels sur ces périodes-là. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, des fois des activités qui sont identiques, j'entends deux usines, deux manufacturiers qui vont avoir une activité similaire, peuvent avoir un risque, ou du moins nous allons avoir une interprétation de leur risque différent en fonction de la gestion de leurs commandes, par exemple, et de la préparation des commandes au format papier, par exemple. Ou également, on va avoir une interprétation différente d'une entreprise qui a des stocks importants qui vont permettre de faire tampon en cas d'indisponibilité du système d'information, ce qui va représenter une menace moindre par rapport à une entreprise qui va travailler en flux tendu et qui donc, en cas d'indisponibilité de sa chaîne de production, serait complètement mis à l'arrêt avec un chiffre d'affaires qui serait potentiellement, s'il est en flux tendu, difficile à rattraper dans les semaines et les mois suivants.
Dans cette partie-là, je m'intéresse également aux actifs critiques du système d'information. J'entends les logiciels métiers qui vont être centraux, dans, l'activité de l'entreprise. Bien comprendre comment sont gérées les activités métiers qui génèrent, le chiffre d'affaires, qui permettent le fonctionnement de l'activité. Bien souvent, on parle ici de la compréhension du fonctionnement de la base client, du CRM ou de l'ERP qui vont permettre de gérer les commandes et qui sont donc ces actifs critiques qu'on va devoir comprendre, dont on va devoir évaluer le fonctionnement et la maturité pour être clair dans notre compréhension du risque. Vous l'avez compris, une immense partie de cette découverte est concentrée sur la potentielle perte de marge brute, la perte de chiffre d'affaires, puisque c'est le poste de coût le plus important au moment d'une cyberattaque, et notamment une cyberattaque de type ransomware, qui est la menace numéro un sur le marché, comme vous le savez si vous avez suivi nos précédents webinaires. Mais on s'intéresse également au volume et à la nature des données qui sont collectées par l'entreprise, de façon à identifier le coût d'une potentielle fuite de données. Vous l'avez compris, l'ensemble de ces questions nous permet d'avoir une analyse fine de l'activité pour proposer une offre qui est le plus adaptée possible. Cette partie-là, elle va durer entre un quart d'heure et une demi-heure en fonction de la complexité de l'activité et de la connaissance qu'on va avoir du métier. Ensuite vient la partie de Corentin, qui se concentre bien plus sur le système d'information et la sécurité. Si vous avez des questions, je vous invite à déjà les mettre dans le chat pour qu'on puisse y répondre en fin de présentation. Donc merci Benjamin pour cette petite introduction en contexte et au niveau métier. Au niveau de ma partie, ce que je vous propose, c'est qu'on fonctionne de la manière suivante. On va s'attarder à la compréhension du système d'information. Si vous voulez, un, un entretien donc de plus de 50 sur le côté technique, on va s'intéresser à deux choses principales. La première, ça va être la compréhension du système d'information, à savoir qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure au niveau des applications, quel environnement ils ont, et ensuite l'architecture. Donc l'architecture, ça va être tous les liens qui vont être faits entre les éléments de l'infrastructure et des applications. On va y revenir, je vais détailler un petit peu tout ça. Et si vous voulez, avec ces 3 points, on aura une bonne vision du système d'information, donc du potentiel futur assuré. Et à partir de là, on va pouvoir étudier sa posture cybersécurité, qui est vraiment l'objectif de l'entretien. Et on a vraiment besoin d'avoir cette mise en contexte, pouvoir comprendre ce qu'il fait, comprendre ce qui est important pour lui et ensuite juger, et évaluer un petit peu sa posture sur certains points qui sont importants pour lui et son métier. Premier point, l'infrastructure. Donc l'infrastructure, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça va être l'ensemble des composants qui vont être matériels et logiciels, qui vont composer un système d'information. Les premières questions que j'aime bien poser, c'est généralement quels sont les différents sites physiques, qui vont constituer le système d'information, de la société. Donc on peut avoir, par exemple, des sociétés qui ont différentes agences, différentes filiales, aussi des usines, ou même qui font appel à des data centers ou même du cloud. Donc l'idée, c'est d'évaluer un petit peu la grandeur du système d'information en posant des questions sur le nombre de postes de travail, sur le nombre de serveurs, bref, sur le nombre de machines qu'il peut avoir, pour ensuite, évaluer l'ensemble des applications et des environnements, hem, qui vont être présents sur le système d'information. Au niveau des applicatifs et des environnements, on a des choses qui viennent assez souvent. Les questions qu'on pose sont vraiment, assez générique. Souvent on pose des questions: «Qu'est-ce que vous avez comme CRM? Est-ce qu'un CRM est important pour vous?» Est-ce que vous avez un ERP? Est-ce que vous avez des logiciels ou des applications qui vont gérer la gestion de paye, des les ressources humaines ou même la comptabilité? Il y en a pas mal de solutions qui reviennent assez souvent, comme Salesforce, SAP, HubSpot, Sage, ça doit potentiellement vous parler un petit peu. Et on s'intéresse aussi un petit peu à l'environnement qui va être un petit peu plus technique. Donc notamment si, leur messagerie est plutôt liée à de l'Office, Office 365, donc c'est tout ce qui va être du Microsoft avec Outlook et cetera, ou alors un environnement Google, donc Google Workspace où les gens se connectent sur l'application Gmail pour pouvoir envoyer leurs mails. Hem,
on a souvent aussi des sociétés qui font appel à du cloud, donc on a souvent de l'Azure ou de la AWS et ensuite qui font appel à des solutions de virtualisation. Concrètement, c'est un gros mot, mais principalement, c'est vous avez une machine et vous allez virtualiser pour en faire plusieurs machines, comme si c'était plusieurs machines virtuelles. Et on a aussi un élément central qui est l'Active Directory. Je vais y revenir dans l'évaluation de la posture de cybersécurité parce que c'est un point qui va être hyper important pour pouvoir, juger, et évaluer la posture cybersécurité d'une entreprise. Une fois qu'on a, une bonne vision de l'infrastructure et des applications, on va ensuite étudier l'architecture. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est l'architecture? Ça va être l'étude des liens entre tous les éléments que j'ai pu citer, avec en plus, les personnes qui peuvent accéder au système d'information, notamment à distance. On a souvent un gros travail, bah, depuis le covid, hein, je vous apprends rien. Beaucoup plus de collaborateurs aujourd'hui, travaillent, depuis chez eux et aussi des prestataires ont accès à leur système d'information à distance. Et donc l'idée, c'est de pouvoir déterminer, d'identifier comment toutes les personnes accèdent au système d'information, et comment l'ensemble des applications sont liées au niveau du réseau et cetera et cetera. Une fois qu'on a, travaillé ces 3 parties, donc l'infrastructure, les environnements et applicatifs et l'architecture, on a une bonne vision du système d'information. À partir de là, on va pouvoir débuter l'évaluation de la posture cybersécurité. Préalablement à l'entretien, un questionnaire a été envoyé à la société, un questionnaire de cybersécurité pour lui permettre de répondre à des questions en amont et nous, notre rôle, ça va être de l'analyser au préalable de l'entretien et de voir un petit peu les questions auxquelles ils ont pu répondre et de se concentrer sur les questions, hem, qui n'ont pas répondu par l'affirmation, et des pour pouvoir creuser certains sujets. Parce qu'évidemment, globalement, quand on fait des entretiens avec Benjamin, on se partage généralement 1 heure à 2, donc on a une demi heure chacun. Ça reste, assez peu, donc c'est pour ça, il faut être le plus efficace possible et poser les questions qui nous importent le plus. C'est la raison pour laquelle, l'envoi d'un questionnaire au préalable nous aide quand même beaucoup. Donc pour l'évaluation de la posture de cybersécurité, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit peu les différents critères, d'évaluation, donc les grands domaines par rapport aux questions qu'on va poser. Ensuite, évidemment, de se concentrer sur les exigences de sécurité qui sont essentielles et qui sont très importantes, pour la souscription. Ce sont vraiment, ces exigences-là sur lesquelles on va se concentrer pour pouvoir, accepter et pour pouvoir souscrire avec un assuré ou alors émettre, certaines réserves en lui expliquant, les raisons pour lesquelles, ça sera compliqué en l'état actuel des choses de pouvoir mener une souscription. Au niveau des critères d'évaluation, comme je vous ai cité, donc on en a 8. Hem, donc concrètement, je vais vous les résumer très brièvement. On a le premier qui est la gouvernance. Donc là, ça va être tout ce qui va être lié à l'organisation au niveau assez haut niveau de la cybersécurité dans la société. Est-ce qu'il y a de la sensibilisation? Est-ce qu'il y a un plan de continuité d'activité qui est rédigé, qui est formalisé? Est-ce qu'il y a une PSSI, donc une politique de la sécurité des systèmes d'information qui est formalisée dans la société? Donc voilà, c'est tout ce qui va être un petit peu haut niveau. Ensuite, on a les sauvegardes. Donc, est-ce que vos données les plus critiques sont sauvegardées? Si oui, comment? Quelles sont les différentes technologies qui sont utilisées? Les fréquences de rétention des données, et cetera, et cetera. On a aussi un volet authentification. Donc là, on va s'intéresser à comment les utilisateurs s'authentifient sur le système d'information et aussi sur leur environnement de messagerie, et cetera, et cetera. Donc par rapport à la robustesse des différents mots de passe, s'ils utilisent l'authentification multifacteur, on va pouvoir y revenir dans les slides, suivantes. Au niveau de l'environnement, ça va être là, on va se concentrer vraiment sur le système d'information interne. Au niveau plus technique, ça va je pense, ça va être un aspect qui va être un des aspects le plus technique. Donc à savoir, est-ce qu'ils ont déjà un environnement cloud? Donc si oui, quel est-il? Et ensuite, est-ce qu'ils ont un Active Directory? Et si oui, on va poser des questions qui vont être un petit peu plus techniques, et notamment ce qui revient souvent, c'est est-ce que les postes de travail, par exemple, est-ce que les collaborateurs sont administrateurs de leur poste de travail? Généralement, c'est à peu près en posant une question simple, c'est: «Est-ce que tout utilisateur est autorisé à installer un logiciel sur son poste de travail?»
Ensuite, on a l'obsolescence. Donc là, c'est véritablement, est-ce qu'il vous reste des machines, donc des postes de travail ou des serveurs, qui ne sont plus à jour et qui ne sont plus supportés, par leur éditeur? Et à quelle fréquence vous mettez à jour, l'ensemble, de vos applicatifs et de vos systèmes d'exploitation? Au niveau de la défense, on va être plutôt, donc lié à des éléments de, hem, à des outils de sécurité. Donc à savoir, est-ce que vous avez un antivirus? Est-ce que vous avez un EDR? C'est un antivirus qui est un petit peu différent et qui est complément, à un véritable antivirus. Est-ce que vous avez des protections contre le spamming, contre le phishing et cetera et cetera? Signature, là, c'est globalement une question qui est plutôt assez simple. Est-ce que vous avez, hem, une procédure de double validation, pour les paiements d'un certain montant? Et ensuite, on s'attarde à savoir si la société a déjà subi un incident dans les 3 dernières années et si oui, qu'elle puisse nous le décrire, savoir ce qui s'est passé. Est-ce que les mesures de sécurité, ont pu être prises à la suite de cet incident? Et voir un petit peu, leur réaction face à cet incident. Donc dans la partie suivante, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'attarder à 4 parties. Donc les sauvegardes, en première partie. Ensuite, on va s'attaquer à l'authentification, l'environnement et l'obsolescence. Ça va être souvent, les parties, qui vont vraiment être, hyper importantes et essentielles pour la décision d'une souscription. Si je résume ce que tu dis, Corentin, en quelques mots, finalement, s'il y a 4 grands sujets à retenir aujourd'hui, pour un courtier, il y a quand même beaucoup de questions dans un questionnaire, c'est ces 4 points. Exactement. C'est-à-dire que les par rapport aux 8 points que je vous ai cités, les 4 points que je vais vous présenter ici un petit peu plus en détail, ce sont vraiment les points qu'il faut retenir, à la fin du webinar, parce que c'est vraiment ces points-là sur lesquels on va insister, pour vraiment décider d'une souscription. Donc le premier, les sauvegardes. Donc il y a vraiment 3 critères qui nous intéressent. Le premier, c'est, l'immuabilité et l'externalisation. En fait, je vais les travailler ensemble, je vais vous expliquer pourquoi. Concrètement, au niveau des données critiques, des sociétés, ce qui nous intéresse, c'est si un attaquant est capable de compromettre vos systèmes d'information, est-ce qu'il est capable de rebondir sur les sauvegardes? C'est vraiment un point essentiel. Et les 2 propriétés que je vous ai citées, donc l'immuabilité et l'externalisation, c'est ce qui, va nous rassurer en nous disant que si même si vous vous faites compromettre, même si un attaquant arrive à compromettre tout votre récit, au moins vos sauvegardes sont en sécurité et on va pouvoir reconstruire votre système d'information à partir de vos sauvegardes. Donc l'immuabilité, rapidement, c'est une propriété des sauvegardes qui empêche toute personne, peu importe ses privilèges, de les supprimer. C'est-à-dire, on peut prendre un exemple simple, imaginez que vous avez, des sauvegardes dans un environnement cloud, d'accord? Heu, Même si l'attaquant a réussi à compromettre le compte de la société cloud, le compte i le plus privilégié possible, administrateur ou autre, bah, même s'il a le plus de droits possible, il ne pourra pas les supprimer. Donc partie du principe que c'est comme si on cassait la serrure et que vraiment plus personne ne pouvait, ouvrir quoi que ce soit. L'externalisation, donc ça va un petit peu plus vous parler, c'est simplement le fait que les données soient externes, d'accord, à la société et idéalement hors ligne. Donc vraiment, elles soient tout à fait déconnectées de tout réseau. Comme ça, on est sûr que même si un attaquant est sur le réseau ou a compromis quoi que ce soit, il ne pourra pas y accéder. Et ensuite, donc des tests réguliers. On a souvent des sociétés qui ont des bonnes sauvegardes, mais qui ne font pas de tests réguliers. Et moi, ça m'est arrivé en cas de gestion de crise, notamment durant mes années de Wavestone, où on avait des clients qui avaient des sauvegardes, mais qui n'avaient jamais testé la restauration des données. Et du coup, ça n'a pas fonctionné et ça ne fonctionnait pas. Et donc, du coup, la société se trouvait dans de graves problèmes et devait forcément appeler l'éditeur. Ça faisait perdre du temps, et cetera, et cetera. Donc, il y a du temps, c'est de l'argent pour une société. Et donc, c'est pour ça aussi que ça représente un point qui est très important pour les sauvegardes. Au niveau de l'authentification, je vois que le temps avance. Je vais essayer d'être un petit peu plus bref dans les trois parties. Hem, donc au niveau de l'authentification, donc le premier point, c'est la connexion sécurisée. Donc si vous voulez, on a souvent le cas où on a des sociétés, qui ont leur SI, qui ont des sites principales, mais comme je vous l'ai dit, on a souvent, des collaborateurs qui sont en télétravail et qui se connectent ou des prestataires qui se connectent au SI en télétravail. Le point le plus important à retenir ici, il faudrait que la connexion soit sécurisée par ce qu'on appelle un VPN. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. C'est une espèce de tunnel sécurisé, pour faire en sorte
de faire comme si vous étiez sur le site interne. Heu, une des contradictions, qu'on a, ça peut être le fait de voir des sociétés qui exposent directement des services d'administration à internet et pas forcément en interne. Donc ça veut dire que, l'accès à leur SI peut se faire en fait depuis internet et pas forcément depuis un VPN. Donc si vous voulez, ça ouvre la porte à la plupart des attaquants qui se situent sur internet, alors qu'avoir un VPN, ça restreint drastiquement l'exposition, si vous voulez, de la société. Ensuite, on a des mots de passe, donc la robustesse des mots de passe, donc on impose une certaine politique de mots de passe qui est assez classique, donc 12 caractères, à minima, avec différentes classes de caractères pour composer un mot de passe. Donc ça, c'est sur tous les applicatifs, VPN et cetera. Donc rien de bien compliqué ici et ensuite on attaque à l'authentification multifacteur. Donc c'est un point qui va être aussi hyper important, qui va être essentiel. Pour rappel, l'authentification multifacteur, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait d'ajouter un moyen d'authentification en plus du mot de passe. C'est-à-dire qu'une fois qu'un utilisateur va se connecter, par exemple, sur sa messagerie ou alors sur son VPN, il va entrer son login et son mot de passe et on va lui demander en complément une preuve d'authentification. Souvent, qu'est-ce que c'est? C'est un SMS, un simple SMS qui peut être envoyé sur un portable, d'accord? Qui va envoyer un code et l'utilisateur va devoir saisir ce code-là. Ça peut être aussi simplement ça peut être fait via une application qui peut être installée sur le portable, c'est encore plus sécurisé. Pourquoi c'est hyper important? Parce que partez du principe que si un attaquant a compromis le login et le mot de passe d'un collaborateur d'une société, il va pouvoir compromettre son compte. Donc souvent, on a des cas où on a des mots de passe qui peuvent être très simples. On a eu des cas où des gestions de crise où, le mot de passe était trivial. Ça peut être simplement un prénom en minuscule et l'attaquant a pu pénétrer le système d'information de cette manière. En revanche, si l'authentification multifacteur avait été implémentée, il n'aurait pas pu, parce qu'il n'avait pas accès au portable pour pouvoir récupérer le code par SMS et cela lui aurait empêché d'accéder au système d'information. Nous, on aurait pu potentiellement identifier, enfin, la société aurait pu identifier potentiellement une alerte, côté Microsoft ou côté Google, par exemple, qu'on a tenté de s'introduire, en tout cas de s'authentifier avec un compte, mais que ça n'a pas abouti grâce à l'authentification multifacteur. Donc c'est vraiment un point qui est hyper important, qu'on insiste, que ce soit sur la messagerie ou que ce soit sur le VPN. Ensuite, on a un environnement, donc là, ça va être des questions par rapport à l'environnement. Donc c'est ce que je disais, l'Active Directory, donc je me suis permis de préciser que j'y allais y revenir et on va beaucoup insister là-dessus. Pourquoi? Parce que partez du principe que l'Active Directory, c'est, une espèce de tour de contrôle, Microsoft, qui va gérer un environnement Microsoft dans pas mal de nos sociétés et dans toutes les grandes sociétés, si vous voulez, vous avez forcément l'Active Directory. Et justement sur les calls et sur les appels de plus de 50 millions de chiffre d'affaires, on a souvent affaire à des sociétés qui sont un petit peu plus costauds, un petit peu plus matures dans leur technologie et donc très souvent, on a affaire à un Active Directory. Et pourquoi c'est très important? Parce que une fois que vous vous rendez maître de l'Active Directory, une fois qu'un attaquant a compromis l'Active Directory, c'est exactement de cette manière qu'il va pouvoir déployer un ransomware, donc un rançongiciel, sur toutes les machines d'un SI. Toutes les crises de ransomware ou de rançongiciel auxquelles j'ai pu faire affaire, toujours le prérequis, l'attaquant avait compromis l'Active Directory, raison pour laquelle on insiste beaucoup sur sa protection. Donc 3 points principaux. Le premier, ça va être l'administration, donc à savoir comment est administré l'Active Directory, combien de comptes très privilégiés qu'on appelle administrateurs de domaine il y a. Est-ce que ces comptes-là sont bien sécurisés? Est-ce qu'ils sont bien gérés? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? On en veut très peu. On veut qu'ils soient bien sécurisés et bien gérés par la société. Ensuite, on s'intéresse aussi aux privilèges de manière générale et à savoir, est-ce que les collaborateurs d'une société sont administrateurs de leur poste de travail? Pourquoi ça nous intéresse? Parce que partez du principe qu'un utilisateur, il va potentiellement, recevoir une pièce jointe malveillante par un mail de phishing et il va pouvoir cliquer sur cette pièce jointe.
si le collaborateur est administrateur de son poste de travail, la pièce jointe et le programme malveillant va pouvoir faire beaucoup plus de choses sur son poste de travail que s'il n'est pas administrateur. Et donc aussi, ça l'empêche, le collaborateur standard, d'installer quoi que ce soit sur son poste, comme ça on est sûr que rien de malveillant n'est installé. Ensuite, on a un dernier point qui s'appelle le BYOD, donc Bring Your Own Device. Donc concrètement, c'est à ramener et utiliser vos propres machines personnelles dans le cadre du travail. Et ça aussi, on s'y intéresse beaucoup parce que qui dit utiliser son PC personnel, dit forcément que la société n'a pas la main mise sur ces machines-là, d'accord? Donc souvent les utilisateurs sont administrateurs de ces postes-là et donc ça représente une faille de sécurité. Parce que partons du principe qu'un collaborateur d'une société va pouvoir faire ce qu'il veut avec son poste de travail, installer ce qu'il veut, potentiellement des programmes malveillants et donc ça peut facilement permettre à un attaquant de rebondir sur une société et donc c'est ce qu'on cherche à tout prix à éviter. Le dernier point va être l'obsolescence. Donc concrètement, à quelle fréquence sont mises à jour, vos différentes machines, que ce soit vos applicatifs, au niveau de vos différentes solutions dont on a déjà parlé, mais également vos systèmes d'exploitation. On a souvent, des cas, c'est souvent des logisticiens ou des industriels qui ont des, systèmes d'exploitation et des applicatifs qui sont anciens parce que les applications ne fonctionnent que sur un système d'exploitation donné et ça peut potentiellement poser problème. Parfois, c'est pas le cas et donc justement, il y a pas de contrainte à pouvoir changer le système d'exploitation et à le mettre à jour et donc là, c'est ce qu'on recommande. Mais donc on tombe souvent pour les postes de travail sur du Windows 7 et sur les serveurs sur du Windows 2008, et parfois du Windows 2012 R2 qui va être obsolète à la fin de l'année. Concrètement, donc à savoir quand est-ce que les mises à jour sont quand est-ce que les mises à jour sont appliquées, donc à quelle fréquence, ça c'est très important, puisque non seulement vous avez les grosses mises à jour, donc de Windows 7 à Windows 8 et cetera, mais vous avez aussi des patchs de sécurité qui sont installés et donc ça, on s'intéresse à la fréquence. Parce que souvent, vous avez des vulnérabilités par exemple qui sortent sur du Microsoft, sur du Windows, mais justement l'éditeur, donc Microsoft, met à disposition très rapidement des patchs qui permettent de corriger ces vulnérabilités et nous, on veut s'intéresser à la vision, de la société et à savoir à quelle fréquence est-ce qu'ils font de la veille pour pouvoir appliquer ces patchs assez rapidement pour pouvoir se protéger des vulnérabilités. Dernier point, ça va être l'isolation. Je vous avais parlé d'industriels qui ne pouvaient pas faire autrement que, utiliser des anciennes machines, donc des Windows 7 ou autres et même parfois du Windows XP, on a déjà vu le cas. Mais l'idéal, c'est d'isoler au maximum l'ensemble de ces machines. Donc on peut isoler, c'est très souvent au niveau du réseau, de sorte que ces machines-là ne puissent pas communiquer avec d'autres postes de travail, par exemple des collaborateurs, ou tout du moins de filtrer l'ensemble des flux d'administration pour que tout soit isolé de la manière la plus fine possible. Et donc une fois qu'on a abordé ces 4 points-là, avec à chaque fois les détails que je vous ai précisés, on a une bonne vision, de la posture de cybersécurité de la société et après un entretien avec Benjamin, donc pour savoir si on est d'accord sur côté métier et sur le côté technique, au niveau de la cybersécurité, est-ce qu'on propose, voilà, une souscription au potentiel futur assuré? Donc je vais redonner la main à Benjamin pour qu'il puisse un petit peu, heu, expliquer le reste. Je coupe mon micro, je te laisse. Merci Corentin pour cette, explication de ton analyse du système d'information et de la sécurité. On arrive à la fin de la présentation. Vous l'avez compris, l'idée était de vous présenter notre process de souscription que l'on veut rapide. On analyse un questionnaire en quelques jours. Notre objectif, c'est de vous répondre en 48 heures quand vous nous adressez un questionnaire. À partir du moment où l'appel d'évaluation du risque s'est déroulé, vous l'avez compris, on a besoin de 5 jours ouvrés, d'une semaine pour vous revenir avec une position ferme. Et vous avez compris dans une seconde partie de présentation comment est-ce que l'on évalue finalement cette maturité via des critères d'activité et des critères de risque, de gestion de la cybersécurité. Ce sur quoi je veux insister aussi dans cette présentation, c'est le fait que notre objectif, c'est que vos assurés, je dirais, puissent bénéficier
d'un conseil de qualité, je dirais, et d'un accompagnement sur ce sujet de la cybersécurité, surtout de la cyberassurance, et que dans l'hypothèse où qu'il soit assurable à l'instant T ou qu'il ne le soit pas, vous ayez, par les délais que l'on a pu vous proposer, par la qualité de l'échange, de la compréhension du métier, de la compréhension du risque, ce soit des comptes qui soient attachés à la mise en relation que vous avez faite, aux conseils que vous avez apportés, et que finalement, on soit dans un cercle vertueux, qu'il n'y ait pas de non-souscription, qu'il y ait des souscriptions simplement court terme et d'autres plus moyen-long terme, en fonction des recommandations et des raisons qui justifient qui justifient le no-go. C'est ça l'idée. Et le dernier point sur lequel je voulais insister avant de vous remercier et de passer aux questions, c'est le fait que on est rentré un petit peu dans la technique, on a ouvert le capot de la machine de souscription, on vous a donné de la visibilité. Certains d'entre vous autour de la table, je sais, connaissent parfaitement ces sujets-là, pour ceux qui se sont ultra spécialisés en cyberassurance et en cybersécurité. D'autres découvrent complètement le monde de l'IT et de la cybersécurité. Les niveaux, je dirais, des personnes autour de la table sont très variables. Gardez en mémoire que, je dirais, il n'est pas impératif d'être expert en cyberassurance pour placer de la cyberassurance à partir du moment où vous êtes accompagné par les bonnes personnes. Et on espère que ce qu'on vous propose vous semble être un accompagnement de qualité. Voilà ce que je pourrais dire. Pour toutes les autres informations sur nos appétits, sur qui nous sommes stoïques, parce qu'on s'est très peu présenté sur notre développement, il y a plein de choses disponibles, encore une fois, sur YouTube, sur notre site internet. On reste tous très disponibles et joignables sur nos réseaux sociaux professionnels, notamment LinkedIn, donc Corentin Grune et Benjamin Mangel. N'hésitez pas à nous ajouter, à nous poser des questions, ce sera un plaisir de vous répondre. Maintenant, pour commencer, et puis si on n'a pas le temps de répondre, dans un second temps. En tout cas, merci pour votre écoute. Maintenant, est-ce qu'on a des questions? Alors, par où commencer? Quel est... Alors, petite parenthèse, juste je me permets, Benjamin, je vois pas mal de questions. Questions et surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, je reviens sur les questions par ordre, je dirais, chronologique. Quel est le montant d'assurance maxi proposé sur cette tranche de CA plus de 50 millions de chiffre d'affaires? Aujourd'hui, on déploie une limite de garantie de 2 millions d'euros de LCI, de limite contractuelle d'indemnité, au maximum sur ce segment. C'est une limite qui n'est pas figée, dans le sens où on souhaite pouvoir proposer une limite supérieure dans les mois à venir. Donc, pas de date précise, mais on espère que au plus tard l'année prochaine, on soit en mesure de vous proposer des capacités supérieures qui puissent correspondre à un plus grand nombre de clients. Quels sont les plafonds de garantie? Finalement, c'est assez proche, ça retombe. Sachez qu'on est dans une police d'assurance qui a très peu de sous-limites. La garantie est très lisible. Seul point qui est sous-limité dans la garantie d'assurance standard, c'est le paiement de la rançon qui est sous-limité à 50% de la LCI. Les suivis des recommandations vont-ils générer à terme des réductions tarifaires ou relèvement des montants assurés? Relèvement des montants assurés, non, pas vraiment, puisqu'on essaye enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on propose des limites de garantie qui nous semblent adaptées au profil de risque et à son activité. Et quand on peut donner le maximum, c'est-à-dire 2 millions, on les donne directement. Est-ce que ça va générer des réductions tarifaires? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas, je dirais que c'est plutôt des recommandations qui vont nous permettre d'avancer ou de ne pas avancer. On est plus dans du go ou dans du no-go. J'entends par là qu'à la fin d'un appel d'évaluation du risque, soit le profil de risque nous semble mature, auquel cas on va remettre une proposition qui pourra être souscrite, soit on va présenter des prérequis qui vont permettre d'accéder au go définitif et à l'offre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on tarifie au prix d'une maturité qui nous semble bonne.
2 millions, machin, merci ces informations. Oui, effectivement, une bonne remarque, par rapport à la capacité qui est donnée. On donne 1 million en dessous, 1 million d'euros de limite de garantie quand l'entreprise fait moins de 50 millions de chiffre d'affaires et 2 millions entre 50 et 250 millions. Hem, c'est vrai qu'on est pas mal, on a pas mal de discussions sur ce sujet-là, puisqu'on est dans une situation où les assureurs, au cours des dernières années, et notamment avant le retour de marché de la mi-année 2020, enfin qui a commencé à la mi-année 2020, proposaient des capacités plus importantes. Et c'est vrai que pour des clients, notamment des assurés qui ont déjà une police cyber depuis quelques années, il peut y avoir un questionnement sur la capacité qu'on propose par rapport à l'existant. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de donner de la matière, lors de la présentation de nos offres, en expliquant pourquoi est-ce qu'on propose une telle capacité, à quelle réalité technique ça correspond, heu, à quelle période d'indisponibilité moyenne on fait face, quelle serait d'après nous, la perte d'exploitation, la perte de marge brute générée pendant la période d'indisponibilité en fonction du métier, ou le coût d'une fuite de données, de façon à rendre tangible et précise, je dirais, la réponse assurantielle que l'on fait par rapport à une réalité du risque, et je dirais à donner des arguments, à nos courtiers pour justifier le fait qu'on puisse proposer, 2 millions d'euros de capacité. Avez-vous prévu une présentation des services une fois que le client est attaqué? Sous le même format, nous avons besoin urgemment pour aider nos clients à visualiser les avantages de la solution. Je vous invite, dans un premier temps, avant qu'on fasse un webinaire sur le sujet, à, depuis votre espace, courtier, heu, aller dans la partie, bibliothèque, ressources pour être précis, parce qu'on a créé des fiches, et des explications de nos différents, outils de prévention qui sont, je pense, assez précises. Alors certes, c'est moins, précis et qualitatif qu'un webinaire, je vous l'accorde, mais il y a vraiment des ressources intéressantes. Je profite de cette question pour appuyer, sur le sujet en vous disant qu'on a vraiment travaillé sur des présentations du risque par secteur d'activité, par zone géographique. Vous avez un comparatif de l'offre stoïque par rapport aux principaux acteurs du marché, ligne de garantie par ligne de garantie, en précisant le périmètre de la couverture. Je pense vraiment que c'est intéressant pour, tous les participants aujourd'hui d'aller creuser sur ce sujet-là, parce qu'il y a vraiment de la matière sur laquelle on a travaillé. C'est vrai qu'on n'en fait pas assez la communication, pendant les appels, alors qu'il y a beaucoup de travail qui a été mené par nos équipes. Va-t-il y avoir la possibilité d'assurer des clients dans des pays autres que la France, spécifiquement Luxembourg et Suisse? On est dans une logique de croissance, vous l'avez compris, en France, c'est une priorité. On va, s'étendre, à l'international dans les prochains mois, pour ne rien vous cacher. Les projets, avancent à bon rythme, et je ne vais pas m'avancer sur des dates, plus précises, aujourd'hui, mais on a un projet de croissance sur l'international. Là, jusqu'à la fin de l'année, 2023, il est probable, et possible qu'on ouvre, un nouveau pays, un grand pays d'Europe. Hem, on n'en est pas au stade d'ouvrir les souscriptions depuis la France pour d'autres pays. On mène les combats, je dirais, et les priorités une par une avec les porteurs de risques, et notamment, dans le cadre qui a été fixé par les contrats de réassurance. La prochaine échéance, je dirais, somme toute assez classique de notre traité de réassurance, c'est la fin de l'année 2023, moment auquel, un traité de réassurance nouveau sera signé et pourra redéfinir ce genre de termes-là. Dans l'intervalle de temps avant la fin de l'année, je vous dis, on ouvrira un nouveau pays et on en parlera prochainement. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut souscrire que des entités, dont le siège social est basé en France, Andorre, Monaco, Suisse, et cetera, c'est-à-dire tout ce que vous êtes et Luxembourg, tout ce que vous êtes en train de citer dans le chat, malheureusement ne peuvent être souscrits pour l'instant. En revanche, je vous rappelle, que l'on peut couvrir, heu, que l'on assure ces entreprises dont le siège social est basé en France, mais on couvre un périmètre, et les filiales, les entités affiliées, pour faire référence aux définitions de notre texte, qui sont dans l'espace économique européen, avec, des règlements de sinistre qui peuvent se réaliser
grâce au principe de la LPS, de la libre prestation de service. Sachez que évidemment, on réfléchit à la possibilité de couvrir dans les années à venir, encore une fois, pas échéance 2023, mais un petit peu plus tard, des géographies un petit peu plus grandes. Donc, ça fait partie des sujets comme la limite contractuelle d'indemnité, la géographie, ce sont des sujets qui vont évoluer à l'avenir. On est conscient du besoin d'accompagnement sur ce sujet, mais voilà, les sujets avancent un par un, étape par étape. Ce que je te propose, c'est que je prenne quand même quelques petites questions techniques. Pardon, je t'en prie. Beaucoup de choses qui ont été dites. Donc très brièvement, dans le cas de la question, je vais reprendre certaines questions. Donc, est-ce que vous recommandez des logiciels de gestionnaire de mots de passe? Donc, généralement, on en recommande trois. On a Bitwarden, Dashlane et KeePass. Moi, je suis un fervent défenseur de KeePass, donc tout reste en local. Et donc, généralement, c'est mieux sécurisé pour un SI. Mais très souvent, on a affaire à du Bitwarden ou du Dashlane et ça reste des très bonnes solutions. On a monsieur Roman qui nous pose la question: si le client n'utilise pas une connexion par VPN, mais un TSE, est-ce aggravant pour l'analyse du risque? Alors généralement, une connexion TSE directement depuis internet, c'est, généralement moins bien qu'un VPN, mais on s'intéresse très souvent à comment c'est fait. Si c'est très bien fait, c'est-à-dire que nous, on peut avoir des potentiels futurs assurés qui exposent directement des services d'administration. On leur propose de mettre en place un TSE, mais très durci, très sécurisé. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a une authentification multifacteur sur le TSE? Il y a des critères comme ça qui vont jouer beaucoup. Même si on préfère un VPN, un TSE peut nous convenir si cet accès est sécurisé. Je regarde s'il y a d'autres questions techniques. On parle des passkeys, donc toujours sur le thème de l'authentification. Que pensez-vous des passkeys, donc des clés d'accès, qui sont en train d'être proposées par Apple, Google et Microsoft? Vous les considérez comme une méthode d'authentification sûre? Donc actuellement, il me semble que ce sont des méthodes d'authentification qui remplacent un petit peu les mots de passe, donc potentiellement par de l'identification, faciale ou autre. Ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Alors si vous voulez, ça va pas être non plus considéré comme, du MFA, donc une identification multifacteur parce que là, on reste vraiment sur un facteur à chaque fois. Ça peut être un facteur qu'on peut ajouter et qui peut remplacer potentiellement un SMS simple pour l'identification multifacteur. Donc actuellement, je pense que ça reste assez récent. Donc on n'a pas forcément beaucoup de vision là-dessus, mais tout du moins si, une société possède, donc cette méthode d'authentification en complément de son login mot de passe, ça peut tout à fait faire l'affaire pour une méthode d'authentification multifacteur. J'ai pas l'impression d'avoir d'autres questions techniques, donc je pense que tu peux reprendre la main. Que se passe-t-il si une société souscrite était à 230 millions de chiffre d'affaires, fait une grosse année et passe à 260 millions par exemple? Première hypothèse, on n'a pas augmenté nos appétits de souscription et notre traité de réassurance est inchangé. Auquel cas, on est hors de ce que l'on a le droit de souscrire, je dirais, dans le cadre de nos accords avec les porteurs. Auquel cas, on n'aura pas d'autre choix, si on dépasse les 250 millions, que d'arrêter d'assurer cette entreprise, je dirais, à contre-cœur. A contrario, l'hypothèse numéro 2, c'est qu'on augmente, je dirais, nos appétits de souscription. Et dans ce cas-là, évidemment, ça rentrerait dans le cadre de nos accords. C'est aussi simple que ça. Quelle franchise? Alors, réponse, je dirais, on s'adresse à des entreprises entre 0 et 250 millions et avec des activités et des profils de risque qui sont très différents. Donc, donner une réponse, c'est un peu léger. Sur la partie standard, entre 0 et 50 millions, vous avez les options de franchise qui sont disponibles depuis l'application. J'imagine que la question d'Élise porte, Salério, bien sûr, porte sur le sur-mesure. Je dirais que le standard sur du sur-mesure, la franchise standard, quand on déploie 1 million d'euros de garantie, ça va être 25 000 euros de franchise. Et quand on déploie 2 millions d'euros de LCI, de limite contractuelle d'indemnité, alors la franchise standard est de 50 000 euros.
comment est-ce qu'on a pensé ça? Comment est-ce qu'on l'a imaginé? Quelle est la philosophie derrière ça? Pourquoi est-ce que je vous donne ces montants? Tout simplement parce qu'on a constaté que c'est, des montants, qui correspondent à une tendance de marché par rapport à nos concurrents. Je pense que vous avez compris aujourd'hui que dans notre philosophie et dans notre approche, ce que l'on souhaite faire, c'est avoir un accompagnement via les outils de réduction du risque, qui étaient mentionnés tout à l'heure et un accompagnement qui soit de qualité. Nous ne sommes pas dans une posture de cost killer et de venir récupérer en brisant des prix de marché ou en proposant des franchises qui soient plus basses. On est sur des prix qui sont parfois en dessous de nos concurrents, parfois un petit peu au-dessus, mais qui sont, je pense, dans une réalité de marché. Et on veut se différencier, on souhaite se différencier par notre accompagnement, notre réactivité, la facilité d'utilisation et de vie de cette assurance, à la fois pour le courtier et à la fois pour l'assuré. Je crois que nous arrivons à la fin de ce webinaire. On vient de dépasser l'heure, il est désormais midi. Si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas à nous les adresser par mail, par LinkedIn ou autre. On se rendra disponible et ce sera un plaisir de vous répondre. On espère que ça va vous encourager, vous motiver, je dirais, à avancer sur des études sur mesure pour ces risques entre 50 et 250 millions de chiffres d'affaires. Et ce sera un plaisir que de vous recroiser sur des appels d'évaluation du risque avec Corentin ou un de ses collègues dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci pour le nombre de présents qui est assez impressionnant. Et nous vous souhaitons à tous une très bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci à vous, très bonne journée.